Donc, le secrétaire général me dit que ce réseau est présidé par le député Imbassou, député de Yopougon. Madame Assou. C'est ça, hein? Qui se réclame être Gore. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Gore, ça veut dire Guillaume ou bien rien. Donc je la remercie, elle est venue me soutenir. Hein? C'est gentil. Elle est une Gore, donc je prends bonne note. Alors, elle me dit, Monsieur Soro, pourquoi vous êtes seul à parler de réconciliation? Pourquoi les autres ne vous suivent pas? En parlant des autres, j'imagine que c'est Ouattara et Bédié. Mais moi j'ajoute Abdraman Sangaro aussi, Afi Nguessan aussi, qui ne me suivent pas. Donnant le sentiment que je prêche dans le désert. Mais moi, ce n'est pas l'année dernière que j'ai commencé à parler de réconciliation. Hein. J'ai commencé à parler de réconciliation depuis 2004. J'ai commencé depuis à parler de réconciliation. Mais les gens ne m'écoutent pas. Ou bien ils entendent, mais comme les esprits ne sont pas encore préparés, ils ne réalisent pas. Moi, j'ai commencé à parler de réconciliation en Côte d'Ivoire. J'ai été le premier ministre qui a organisé la flamme de la paix en Côte d'Ivoire, à Bouaké, et baptisé la ville de Bouaké la capitale de la paix. C'était en 2007, c'était la première fois depuis le début de la crise que le président Laurent Gbagbo venait à Bouaké en présence de 6 autres chefs d'État à Bouaké. J'ai fait mon discours et j'ai dit ceci. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je dis oui, la guerre n'est pas une fatalité. Et il y a un temps pour chaque chose. Oui, il y a un temps pour se fâcher. Il y a un temps pour se quereller. Mais il y a aussi un temps pour se réconcilier. Il y a aussi un temps pour faire la paix. Et j'ai dit ce jour-là, le temps pour faire la réconciliation et la paix est arrivé. Le président Gbagbo était là. Ensuite, nous sommes allés mettre le feu aux armes. Donc, c'est une conviction que j'ai. Alors, il ne faut pas croire que ma posture, et je l'ai dit en début de propos, est opportuniste. Non, c'est une conviction propre. Parce que certains croient que, ah oui, comme Guillaume veut être candidat en 2020, donc il parle de réconciliation pour blaguer les uns et les autres. Moi, j'ai commencé en 2004. Je ne savais pas qu'un jour, je serais Premier ministre. J'étais en 2004, je ne savais pas qu'un jour, je serais Premier ministre. Je ne savais pas qu'un jour, je serais président de l'Assemblée. Et pourtant, j'avais déjà commencé à parler de réconciliation parce que j'étais convaincu que c'est la seule porte de sortie pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, depuis 2004, j'ai cherché chaque fois à discuter pour éviter la guerre à mon pays. Quand il a été possible d'aller à Paris, à Lomé, à Pretoria, à Accra pour aller discuter, j'ai été toujours présent au fora de la discussion. De sorte que, en Côte d'Ivoire, je suis le doyen des accords et des négociations. Donc, ce n'est pas une posture opportuniste. Et c'est comme ça que j'ai discuté avec Laurent Gbagbo, le dialogue direct. Quand le président Gbagbo a proposé le dialogue direct, dans mon camp, 80% n'étaient pas d'accord que j'aille discuter avec Gbagbo. J'ai réuni
les chefs militaires et les civils, je leur ai dit, bon, moi, ou je suis votre leader, ou je ne le suis pas. Le président Gbagbo a proposé le dialogue direct. Moi, je ne peux pas refuser de discuter. Je ne peux pas refuser le dialogue. Donc moi, j'ai décidé d'aller discuter avec Gbagbo à Ouagadougou. Si vous êtes d'accord avec moi, vous me suivez. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous rends tout de suite ma démission en tant que secrétaire général des Forces nouvelles. C'est comme ça. Les chefs militaires sont à Abidjan là-bas, certains les connaissent. Appelez-leur pour leur demander. Ils étaient tous là. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je discute, parce que je suis convaincu que c'est le dialogue qui peut régler ce problème, alors je vous rends ma démission et je pars. J'ai interrogé chacun, ils ont levé la main pour dire oui, nous sommes d'accord, va discuter avec Gbagbo. Et je suis parti. J'ai discuté à Ouagadougou pendant des mois et des mois. Mais quand je discutais avec Gbagbo, quand on a signé l'accord, que j'ai été nommé après Premier ministre, qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Abidjan? Même ici, le RDR, le PDCI, on dit que j'ai été vendu à Gbagbo, que j'ai été acheté par Gbagbo. Ou bien vous n'avez pas entendu ça? Voilà. Tout le monde a dit que j'ai été acheté par Gbagbo. Et le jour même, un jour, je suis allé voir Gbagbo au palais, et puis Gbagbo me dit, mais Guillaume, viens, on va aller se promener sur la lagune. Il m'a pris dans sa voiture, j'étais copilote, lui il était pilote. On est allé au quai, on a pris le bateau ensemble, il y avait le ministre Savané, je crois, il y avait Konaté Sidiki, moi. Mais quand on est revenu de ce bateau-là, les gens voulaient me tuer. Que pourquoi je suis allé me promener avec Gbagbo? J'ai dit, mais c'est le président de la République, je suis Premier ministre. S'il me dit de monter dans sa voiture, j'ai dit non, je ne monte pas. Pourquoi? Il dit de monter dans un bateau. J'ai dit non, je ne monte pas. Pourquoi? Et c'est au nom du dialogue et de la réconciliation, au nom de ce dialogue-là que moi, je partais à Bouaké pour installer les magistrats quand on a tiré sur mon avion. 3 roquettes, 4 morts sur le champ. Parce qu'on disait que j'avais trahi, que Gbagbo m'avait donné de l'argent, m'avait acheté. Je touche du bois. Si ce jour-là, j'étais mort, le 29 juin 2007, oui, ça allait réjouir certains. Mais en même temps, ce que ça allait produire, c'est que les mêmes gens qui ont dit que j'étais acheté allaient dire, ah oui, Guillaume, on lui a dit de combattre Gbagbo, il allait se laisser acheter par Gbagbo, et puis Gbagbo l'a tué. Donc c'est bien fait pour lui, c'est le sort des traites. Et mes enfants, aujourd'hui, seraient en train de errer à travers la planète pour chercher leur pitance quotidienne. C'est Dieu qui a voulu que je ne meure pas dans cet attentat. Donc vous croyez que la question de la réconciliation et du dialogue là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé chez moi. J'ai commencé ça et j'en ai payé le prix. On m'a traité de tous les noms. On a tenté de me tuer au nom de la réconciliation. C'est pourquoi tout à l'heure, au début, je vous ai dit, mener le combat du pardon et de la réconciliation, ce ne sera pas facile. Hein? Ça va être difficile. Bon, un jour là, c'est rien à côté de la mort. C'est pourquoi je continue. C'est pourquoi notre ami Assou peut dire, je n'y crois pas vraiment. Mais c'est pas grave. Moi, je continue. Et tout le monde peut ne pas me adhérer, me suivre. Mais je continuerai. Je vais continuer de parler de pardon et de réconciliation. Ceux qui sont d'accord pour pardonner, on ira ensemble. Moi, je suis allé dans des villages gaudiers, derrière Fresco. J'ai trouvé des villages sans électricité ni eau. J'ai connu, j'ai vu des villages où il y a eu 100 morts. Bon, évidemment,
quand on n'est pas dans ces villages-là, on ne sait pas ce que c'est que réconciliation. Quand je suis allé là-bas, eux-mêmes ils ont dit, Guillaume, vraiment on t'attendait pour faire le pardon et la réconciliation. Parce que si on ne fait pas pardon et réconciliation, on va aller de vengeance à vengeance, ce ne sera pas 100 morts. Ça sera 200 morts, 300 morts, 400 morts. Si les Rwandais, qui ont connu 1 million de morts en 2 mois, ont pu se réconcilier, nous là, on va dire quoi? Il ne s'agit pas de comparer les morts. Un mort est toujours un mort de trop. Mais il faut que vous acceptiez qu'on aille à la réconciliation. Et moi, je continuerai de le dire et de le chanter. Alors, Monsieur Charles A. Oh oui, il a parlé du RHDP. Bon, écoutez, sur la question du RHDP, je veux me faire bien comprendre. J'ai déjà eu une position publique le 3 avril 2018. C'est bien ça, non? À l'ouverture de la session. Moi, en ce qui me concerne, l'histoire du parti unifié, RHDP et tout ça, personne ne peut être contre l'union. Mais en même temps, je dis qu'il faut prendre le temps de discuter. Le dialogue. J'ai dit le dialogue, le dialogue, le dialogue. Et il ne faut laisser personne sur le chemin. Et vous me donnez l'occasion de m'adresser à mes aînés. Au président Alassane Ouattara, il me connaît, il connaît ma loyauté vis-à-vis de sa personne. Il sait que je le soutiendrai. Et c'est l'occasion pour moi, parce que, vous voyez, souvent des pays rentrent en crise à cause de détails. Moi, l'appel que je lance, je demande au président de la République de ne pas rompre le dialogue avec le président Bédié. Bon, ces jours-ci, j'entends certaines personnes qui disent oui, c'est Guillaume Soro qui manipule Bédié. Vraiment, quand tu souffres vraiment. Moi, je vais manipuler le président Bédié. Quelqu'un qui est devenu ministre en 1965, moi-même, je ne savais pas si j'allais naître. Et puis, je viens de le manipuler. Que c'est à cause de Guillaume Soro que Bédié ou le PDCI prend telle ou telle posture. Il faut arrêter ces débats sordides et ces intrigues. Où est le nom de Guillaume Soro dans cette affaire? Moi, si je ne peux pas rapprocher le président Ouattara et le président Bédié, si je ne peux pas, dans ma conviction du pardon et de la réconciliation, amener ces deux grands hommes d'État ivoiriens à se mettre ensemble, ce n'est pas moi qui vais les diviser. Et ces proches, ces pêcheurs en eau trouble, qui vont raconter au président Ouattara, ah c'est Guillaume qui est derrière Bédié, et qui vont raconter au président Bédié, ah oui, bon, de toute façon, le président Ouattara dit que Guillaume a trop de dossiers en justice, on va le mettre en prison. Ils n'ont qu'à arrêter. C'est comme ça les entourages amènent les problèmes. Aujourd'hui, nous devons œuvrer pour que les deux présidents se retrouvent. Ils ne se rendent même pas compte que c'est notre division qui va faire plaisir à mon ami Gore qui est assis ici. Hein? Et que s'ils se divisent
on va repartir au statu quo ante. En 1999, qu'est-ce qu'on avait? On avait Bédié président, Alassane Ouattara dans l'opposition, divisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux ont perdu le pouvoir. Alors si aujourd'hui, situation inverse, Alassane Ouattara président, Bédié, il se divise, il va dans l'opposition, qu'est-ce qui va se passer? Ne faites pas prendre autant de risques au pays. Alors, ceux qui comptent sur moi pour aller combattre Bédié là, ils se trompent parce que moi je ne suis plus dans Palabre en Côte d'Ivoire là-bas. Moi, mes mains sont. Je ne suis plus dans Palabre. Ceux qui comptent sur. Ouais, Guillaume, il faut que Guillaume pour aller combattre Bédié, je ne suis pas dedans. Ceux qui prennent Guillaume pour aller combattre Ado, je ne suis pas dedans. Moi maintenant là, vraiment. J'ai mûri, hein, je n'ai plus. Vous voyez, je vais blanchir ma tête. Vous voyez, ah non, non, non. Vous voyez, je veux blanchir ma tête dans ma barbe là. Même si on n'a pas dit que c'est pour beaucoup, maintenant là, je suis devenu sage. Donc moi je ne suis plus dans Palabre en Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit clair, et je le dis publiquement. Et il y a des gens qui sont là. Oui, c'est Guillaume qui manipule Bédié. Oui, c'est Guillaume qui. Moi, j'ai manipulé. Bédié, est-ce que moi-même... Non, c'est trop d'honneur que je refuse d'accepter. Non, enfin. Donc, arrêtons ces histoires-là. Arrêtons ces histoires. Donc, moi, mon problème, c'est la réconciliation, c'est le pardon. Donc, l'histoire de RHDP dont vous parlez, ma position est connue, elle est publique. Je vous ramène à mon discours du 3 avril 2018. Je dis que le parti unifié doit se construire dans l'inclusion et par le dialogue avec le temps. Bon, celui qui m'a posé la question là, moi je viens de dire ça. C'est arrivé là-bas, on m'insulte ou bien on me frappe, c'est toi. Moi, j'étais venu ici pour saluer le doyen Ake. Vous venez me poser des questions comme ça. Donc, vraiment, moi, si j'ai dit quelque chose que c'est pas bon, voilà. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas bon, vraiment, pardonnez-moi. Il ne faut pas que, quand ça soulève des passions. Êtes-vous candidat au prochain, monsieur Nieto? Êtes-vous candidat aux prochaines élections présidentielles? Ah. Bon. Hein? Voilà. Est-ce que je suis candidat? En tout cas, bon, on va réfléchir. On va réfléchir. On va réfléchir. Voilà. La nuit porte conseil, je vais aller dormir, on va réfléchir. Voilà. Parce que les gens veulent me faire parler ici, alors que j'ai quand même un avion à prendre pour arriver à Abidjan là-bas. Quand on va me gifler à l'aéroport, est-ce que vous serez là? Donc, vraiment, on va réfléchir. Je crois que c'est toutes les questions. Les 5 questions. J'espère avoir répondu. Merci. Si la distance me permet, la liste des intervenants ici, je vais vous demander de faire en fait plus de mise en contexte, véritablement passer directement aux questions. On va donner au moins peut-être 10 secondes pour poser votre question, comme ça on pourra prendre un maximum de personnes pour ce second et dernier tour, s'il vous plaît. Ok? Merci. Cisco. Monsieur... Non, pas Cisco, c'est pas lui. Monsieur Akoum Babo Yapi. Oh! Akoum Babo.
Approchez. Monsieur qui ne me connaissent pas, c'est Monsieur Nazaire. On a fait la fac ensemble, il était dans mon bureau lorsque j'étais son responsable. Voilà. Donc, c'est Monsieur Babou. Merci, paramètre. Monsieur Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, bonsoir et puis bienvenue parmi nous. Je salue aussi les autres membres de la table de séance. Je salue le doyen Aké. Ma question va s'articuler sur 2 points. Le premier point, c'est sur l'actualité pendante de la Côte d'Ivoire. Et puis le deuxième point, ce sera sur la réconciliation. Je considère que la réconciliation est toujours d'actualité, mais elle n'a pas débuté aujourd'hui. La question concernant l'actualité aujourd'hui, c'est les inondations. Et puis, on n'oublie pas les déguerpissements. Les déguerpissements n'ont pas commencé avec Danga, ni avec la cité de Abattoir. Et puis, il y a nos cités aussi à Trècheville, je pense cité du port. Les déguerpissements ont commencé avec la famille Bondi. Une famille qui est à Makori et qui a été dépossédée de son bien, de ce bien que le père leur a laissé, leur maison, qui aujourd'hui appartient à un certain M. Fawaz, qui serait consul du Liban. Mais le monsieur lui-même, il est syrien. Ensuite, vous voyez, il y a les autres, il y a Danga, des gens qui ont des maisons, à qui on a, du jour au lendemain, on est venu, puis on les a déguerpis. À Abattoir, c'est encore pire parce que les gens étaient dans leur maison et puis on a cassé. Il y a eu des blessés parmi les gens. Alors moi, la question concernant ces déguerpissements, qu'est-ce que l'Assemblée nationale, donc le président de l'Assemblée nationale et le député fait pour que ces personnes-là déguerpies, là, un tant soit peu, puissent penser que l'État à leur côté. Le deuxième point qui concerne la réconciliation, M. Soro Guillaume, je vais vous dire pourquoi est-ce que les gens ils sont un peu mitigés. Moi, je suis à Caen, et puis quand nous faisons les trucs de génération, parce que les faits de génération, c'est au cours de ça qu'on apprend à diriger nos villages. La réconciliation, ce n'est pas sur le bout des lèvres, mais c'est dans les yeux. Donc les gens, quand ils vous regardent, oui, vous parlez, vous prenez réconciliation. Vous avez commencé avec, en 2004 avec Prégoudé. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, j'ai dit c'est 2004, et c'est vrai. Mais les gens, ils regardent dans vos yeux. Mais quand on dit dans les yeux, ce n'est pas seulement les yeux, c'est les faits. Quels sont les actes que vous posez pour que les gens disent, oh, mais c'est vrai, ce qu'il dit là, il y pense. Parce que n'oublions pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers d'opinion. Moi, je vous suis, même si je vous insulte tous les jours. Ça, je vous le dis. Mais je n'ai jamais lu quelque part, je n'ai jamais entendu quelque part que vous avez rendu, un tant soit peu, une visite à Madame Simone Ibik Babou. Ça, je dis son nom, mais il y a des prisonniers à la Maca. Alors, moi, j'aimerais savoir quels sont les actes que vous posez pour dire aux gens qui vous regardent dans les yeux là que, effectivement, vous voulez vous inscrire dans la réconciliation. Je vous remercie. Merci Nazaire, mon ami. Nazaire, viens me saluer. Nazaire. Je salue le camarade. Allez, merci. Merci beaucoup. Okay. Cissé Ismaël. Sois plus bref que lui, ok? Merci. La préfecture ne considère pas vraiment. Monsieur le président de l'Assemblée nationale. Ok. En fait, je vais poser une question qui va peut-être sortir de la lignée de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. En fait, je voudrais vous ramener à l'article 48 de notre Code de la nationalité. Je suis un peu surpris parce que, comme tout le monde, je vous regarde sur Facebook, vous rencontrez les Ivoiriens et je trouve que c'est un point important que la diaspora ivoirienne n'évoque pas assez. Monsieur le Président, 50% des personnes qui ont rapporté un prix Nobel aux États-Unis sont d'origine étrangère. Le Canada que nous habitons est un pays qui sélectionne les intelligences de tous les pays pour venir bâtir ce qu'on appelle ici le Grand Canada.
Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un doctorat financé par le Canada. Alors, c'est dans ce contexte que, quand on lit l'article 48 de notre Code de nationalité, on va écrire l'Ivoirien qui de plein gré acquiert une nationalité étrangère perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Alors que, quand on prend tous les contrats que l'État ivoirien signe, on regarde en bas, on voit transfert de technologie. Le transfert de la technologie, c'est un leurre. Si je vous transfère ma technologie, je ne suis plus rien. La meilleure technologie que l'on peut transférer à quelqu'un, ce sont les intelligences. Et si vous êtes député de chez moi, vous avez l'aptitude d'initier des changements au niveau des lois, c'est la Constitution qui vous donne ce droit. Si nous ne regardons pas ces choses aujourd'hui, ce qui va arriver, ça va être un phénomène à la trompe, où on va bloquer des enfants à la frontière et séparer de leurs parents parce que la Constitution le dit. Et je voudrais quand même, parce que je vois que personne ne pose la question, attirer votre attention là-dessus, que vous réalisez l'article 48 de notre Code de la nationalité, et même qui est en conflit avec notre article 35, qui dit que pour être candidat, il faut être exclusivement ivoirien. J'ai dit, mais on n'a pas le droit d'avoir une nationalité, on nous demande après d'être exclusif. Il y a une sorte de dichotomie, peut-être que vous savez mieux que moi, peut-être que vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Je voudrais vous dire que quand les Ivoiriens ici vont en Côte d'Ivoire, ils prennent leur passeport canadien pour aller demander un visa, parce qu'ils se disent, si je vais mon passeport ivoirien, peut-être que je vais avoir des problèmes. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Merci, monsieur Cissé Ismaël. Cissé Ismaël. Monsieur Mathias Assandé. Mathias Assandé. Sois bref pour qu'on passe. Ceux qui n'ont pas de questions à poser, qui sont vraiment brefs. Je suis désolé. Bon, Monsieur le Président, je vous salue à la suite des autres. Ça fait 4 fois que vous venez au Canada. Je pense que c'est la 3e fois que j'interviens devant vous. Donc, en principe, ce visage doit être un peu connu. Vous savez, tout à l'heure, je sais que vous êtes politique et que vous parlez éminemment politique. Mais j'ai dû attirer l'attention des uns et des autres depuis longtemps. En 2010, j'étais ici et je défendais Ouattara. Beaucoup qui sont ici m'ont traité de RDR, alors qu'ils savent que je n'ai jamais participé à une seule réunion du RDR. Pourquoi? Mais parce que notre nation était en jeu et que moi, j'avais la conviction que seule la démocratie pouvait nous sauver. Parce qu'on peut suivre un leader politique ensemble, mais pour des raisons diverses. Moi, je n'étais pas derrière Gbagbo parce que, peu importe les circonstances, je me dis que 10 ans au pouvoir, c'est suffisant. Peu importe les circonstances. On pourra dire on l'a empêché de travailler, whatever. C'est suffisant. Aujourd'hui, on cautionne quelque chose qui arrive. Tout le monde le voit. Tout le monde voit venir. J'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu les élections référendaires pour changer notre constitution. Et comme notre frère vient de le dire, on ne change pas dans la constitution ce qui est important, notamment le code de nationalité, notamment les dysfonctionnements institutionnels. On change des points pour que des gens soient à nouveau candidats et candidats et candidats. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je vous dis, faisons attention. C'est toute la remarque. Ce n'est pas une question. Merci. Okay. Merci d'avoir respecté un peu, tant soit peu. Monsieur Patrice Nguessan. Si vous êtes long, je vais vous arracher le micro. Merci, Paramètre. Je voudrais vraiment souhaiter bonne arrivée à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Aussi dire un bonsoir spécial au grand frère Angora, notre ambassadeur qui est notre chef du village. Il m'a dit au téléphone, c'est le chef du village. Et il le prouve. Ma question est liée à l'actualité. Ça concerne beaucoup plus le domaine économie. Je veux parler des
exportations, pour nous qui sommes ici, exportation de véhicules et importation pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir déjà, ça c'est ma première question, si l'Assemblée nationale a été impliquée dans la prise de décision qui a limité les exportations ou les importations de véhicules à 5 ans. Parce que pour moi, je suppose que l'Assemblée nationale, je ne suppose pas, mais l'Assemblée nationale est l'émanation du peuple. Donc chaque député représente un village, une cité, une ville, ainsi de suite. Donc c'est notre porte-parole. Donc la question, c'est de savoir si l'Assemblée nationale a été impliquée. Et la deuxième question, est-ce que économiquement, on a mesuré la portée de cette décision? Comme on l'a dit, ou on le dit, quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé, mais je pourrais même dire quand il pleut aussi à Abidjan, tous les autres pays sont mouillés. Parce que ce business-là, ça nourrit beaucoup de personnes. Merci, chef. Merci beaucoup. Ok. François Hébrin. Son nom, c'était Patrice Nguessan. François Hébrin. François Hébrin. Ok. Après lui, on va. Bonsoir, Monsieur le Président. À entendre parler tout le monde, on a l'impression que vous êtes la cause de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et pourtant, on a un président en Côte d'Ivoire. Vous êtes le président de l'Assemblée nationale. Merci pour tout ce que vous faites. La première question est celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, avec tout ce que vous vivez, est-ce que vous regrettez d'avoir donné le pouvoir à Alassane Ouattara? Vous n'aurez pas dû être président pour supporter tout ça et de vivre ça dans l'ombre de quelqu'un d'autre. La seconde question est la suivante. Demain, vous serez président, on le sait. Vous allez bien dormir, comme vous l'avez dit tantôt. Vous êtes le seul à connaître et Gbagbo, et Ouattara, et Bédié. Quand vous serez président, est-ce que vous allez tout faire pour libérer Gbagbo? Merci. Merci, François. François va, on va prendre la série de questions. Surtout.